Bonjour Fabrice, Bonjour. ravi de vous retrouver pour le Forum 3.0. Vous êtes directeur du développement durable du groupe Bouygues, vous êtes également président du C3D, le club des directeurs du développement durable. Le collège des directeurs. Des directeurs du développement durable. Et vous venez de sortir un livre un petit peu avant l'été. Votre livre s'intitule L'entreprise contributive et il a comme sous-titre Concilier monde des affaires et limites planétaires. Alors justement, dans ce livre, vous abordez différents concepts clés et c'est ce dont on va parler tout de suite, notamment le modèle d'affaires contributif. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est ce modèle d'affaires ? C'est un modèle qui tient compte précisément des limites planétaires. Parce que pendant très très longtemps, on a cru que finalement ce qui devait valider un modèle d'affaires, c'était le marché. Le marché, il a toujours raison, Ouais. forcément le marché. Donc si le produit se vend, c'est qu'il y a une rencontre entre des attentes, des besoins et puis le produit qui rend des services. Ça reste vrai, mais il ne pourra pas y avoir d'entreprise pérenne qui oublierait que pour faire du business, il faut des matières premières, il faut de l'énergie. Et si on utilise moins d'énergie ou s'il y a moins de matières premières disponibles, ça va forcément avoir des conséquences sur le business. Parce que le business, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie, des convertisseurs, etc. Et aujourd'hui, notre modèle de développement a complètement fait fi de l'utilisation des ressources et la dégradation des écosystèmes. On considère que les ressources sont illimitées et que les écosystèmes sont suffisamment résilients pour digérer toutes nos externalités environnementales et sociales négatives que toute activité humaine aujourd'hui génère. Sauf qu'on arrive à la fin de l'histoire, les changements climatiques sont largement perceptibles et ça va être de pire en pire. Donc une entreprise qui n'alignerait pas sa stratégie par rapport aux limites planétaires, donc d'accès aux ressources, de dégradation des écosystèmes, serait de toute façon condamnée à disparaître. Donc dans l'entreprise contributive, on dit allez, pouf pouf, oui il faut continuer de faire du business parce que sinon il y aura un petit problème social, mais il faut rendre ce business compatible avec les limites planétaires et on explique que c'est possible. La preuve, c'est qu'il y a déjà des entreprises qui s'y sont collées, on peut gagner de l'argent autrement, alors peut-être qu'on va en gagner un peu moins, mais ça va durer plus longtemps. Et quand même le but du jeu dans la vie, c'est d'être heureux le plus longtemps possible, donc tout ça, ça se colle. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises contributives qui justement ont réussi à prendre leur envol en se créant avec un modèle comme celui-ci ? La plus ancienne qu'on connaît à grande échelle, c'est Interface. Tout le monde connaît cet exemple. Alors dans le bouquin, on en cite 40 des exemples, donc il y en a d'autres. Mais c'est vrai que c'est un exemple emblématique parce que c'est une entreprise qui est mondiale, avec un patron visionnaire, qui n'existe plus hélas, mais qui avait compris avant tout le monde que de faire du business en émettant toujours plus de carbone, c'était vraiment pas durable. Et qui a su, par itération successive, reconfigurer son modèle d'affaires, donc son produit, en vendant de l'usage, en éco-concevant, en allant très très loin dans la mise en place des nouveaux systèmes de production sans carbone, pour en faire une entreprise complètement pérenne d'un point de vue financier, mais avec moins d'impact, beaucoup moins d'impact. Cet exemple-là, c'est un exemple emblématique qui est bien connu, mais on a identifié dans le livre, avec Céline Puvardisvili, ma co-autrice, tout un tas d'autres exemples pour démontrer que c'était possible, y compris même dans les grands groupes. Donc maintenant, ce qu'on veut au travers du livre, c'est donner envie à tous les entrepreneurs du monde entier, n'ayons pas peur des mots, de s'y mettre pour faire émerger en fait une grande vague positive d'entreprises contributives, compatibles avec les limites planétaires, qui créent de la valeur, qui créent du bien-être, qui permettra en fait donc de concilier cette obligation économique avec cet impératif écologique. Alors, on peut considérer que les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont un peu des pure players de la contribution. Oui. Les acteurs traditionnels dans cette transition, l'exercice évidemment de plus en plus difficile selon la taille de l'organisation. On peut imaginer. D'où on part. Aujourd'hui, c'est un paradoxe. Plus tu pollues, plus tu gagnes du pognon en fait. Donc pourquoi ? Parce que dans la comptabilité des entreprises, dans la comptabilité des États, etc., les externalités négatives générées, les dommages faits à la nature, ça coûte zéro. Zéro. Voilà. Et les ressources qu'on puise dans la nature pour faire du business, ça coûte zéro. Quand les pétroliers exploitent le pétrole de la terre, ils ne reçoivent pas de facture. Ce qui coûte, c'est les coûts d'exploitation, les coûts d'extraction. Mais par contre, la matière première en tant que telle est gratuite. Voilà. Et quand on utilise ensuite cette matière première dans nos moteurs, dans nos voitures, les pollutions générées par nos moteurs, là aussi, il n'y a pas de facture qui est renvoyée à l'entreprise pour dire attendez, tu as émis des gaz à effet de serre, ça va te coûter tant. Tout ça, c'est gratuit. Est-ce que c'est moralement soutenable de continuer de polluer sans vergogne en toute légalité ?
Parce qu'en fait, en plus, c'est légal. Mhm. C'est légal parce que, on a considéré que c'était, on ne fait pas une omelette sans casser des œufs, on gagne du pognon, donc c'est normal de polluer un peu. Sauf que c'est plus possible, quoi. Et un groupe, par exemple, de la dimension de Bouygues, est-ce qu'on saurait estimer combien d'années sont nécessaires pour réussir à devenir une entreprise qu'on peut considérer comme une entreprise contributive? Ah bah oui, parfaitement. C'est pas nous qui décidons, hein. C'est les scientifiques qui nous le disent combien d'années il nous reste, en fait, hein. C'est pas à l'entreprise de décider on va faire ça sur 150 ans parce qu'il faut le temps de digérer tout ça. Non, la science nous dit qu'il nous reste 10 ans. Mhm. Il nous reste 10 ans. Au rythme actuel de nos émissions, si on veut rester sous 1,5 degré, on a 10 ans pour s'y mettre. Sinon, ça va être le chaos, l'emballement. Donc, c'est pas à Bouygues de décider, ni même à n'importe quelle entreprise. C'est les scientifiques qui nous donnent le tempo par rapport aux mesures qu'ils font sur le terrain. Soit on les écoute, soit ça va être un peu le bordel. Très bien. Et alors, il y a un autre concept qui est décrit également dans le livre, qui est le système de management par la valeur perçue. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Bah oui, en fait, là aussi, ça rejoint cette notion de dire, il n'y a pas que le client qui doit avoir un avis sur la license to operate de l'entreprise. C'est-à-dire que si le client n'est pas content, il va aller voir ailleurs, à l'entreprise, il n'y a plus d'entreprise. Une entreprise socialement responsable, une entreprise contributive, bien sûr, fait tout pour combler le client, parce que sinon le client il va se barrer, mais il interroge les autres parties prenantes. Et comment l'entreprise est perçue par les autres parties prenantes, précisément. Et notamment les non-contractuels, et notamment les scientifiques, et notamment les ONG, et notamment les riverains, et notamment les collaborateurs. Et là, il faut aligner un paquet de planètes, là. Parce qu'il ne suffit pas simplement de plaire aux clients. Plaire aux clients, c'est la condition numéro 1 de survie. Mais si vous déplaisez à tous les autres, vous n'allez pas survivre de toute manière. Très clair. Et la valorisation de l'immatériel, en quoi c'est un enjeu et surtout comment ça se matérialise, comment ça se réalise? C'est la base. C'est-à-dire en fait aujourd'hui, tant qu'on ne changera pas le système comptable des boîtes, voilà, tant qu'on ne fera pas de la comptabilité multicapital, c'est-à-dire qu'on mettra à égalité le capital social, le capital naturel, le capital humain, et qu'on ne mettra pas dans les comptes les provisions qui sont nécessaires pour maintenir, pour préserver, pour protéger ces différents capitaux, notamment le capital naturel, eh bien, on va se mentir à soi-même. On va continuer de puiser sans vergogne dans les ressources sans chercher à les reconstituer ou protéger des écosystèmes qui permettent leur reconstitution. Donc, il faut mettre en place une comptabilité multicapital et qu'à chaque fois qu'on crée un dommage, quel qu'il soit, il faut pouvoir le réparer et provisionner les sommes et donc l'anticiper. Donc, c'est sûr que ça ne sera plus la même rentabilité demain. Les entreprises n'auront plus les mêmes rentabilités qu'aujourd'hui parce qu'elles vont devoir payer ce qu'elles ne payent pas. Ouais. Donc ce sera différent. Alors, mais il va falloir qu'on choisisse très rapidement entre continuer de gagner beaucoup, mais ça ne va pas durer très longtemps, et peut-être accepter de gagner un peu moins pour que ça dure beaucoup plus longtemps. Chaque dirigeant d'entreprise doit se poser cette question-là. Voilà. Parfait, c'est très clair. Merci beaucoup Fabrice. Merci.